moi j'ai démarré, j'avais 0 contact. Je dis clairement, je le redis encore, j'avais 0 contact. Et un jour, il me dit, ouais, Saïd, ça t'intéresserait d'avoir Zinedine Zidane en Itaou ? Non, non, Zidane, franchement, aucun intérêt. Apparemment, il était là. C'était le fameux projet Mbappé. Ouais, donc apparemment, j'ai vu l'un des matchs de Kylian Mbappé à Bondy. Je suis en stress. Tu sais que je commence à stresser. Je suis en train de me dire, est-ce que je vais être pris ? Je joue vraiment le rôle là. Incroyable. T'as des moments où tu commences à écrire et tu te dis, non, mais Saïd, arrête, ça va être n'importe quoi. Ça reste dans le journalisme, c'est mieux. Tu vas pas réussir. C'était Lionel Messi qui venait à une conférence à TF1 qui recevait son ballon d'or. Et moi j'étais là, donc j'ai vu Lionel Messi. Là, je me retrouve à signer sur TF1 et Téléfoot. Je me dis, c'est génial. Il faut croire en ses rêves et il faut surtout montrer de quoi on est capable. Il faut pas attendre qu'on vienne vous chercher. Personne viendra vous chercher. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode podcast face aux stagiaires. Alors ça fait 1 an que ce projet mûrit dans ma tête, mais là, c'est parti, je me lance, premier épisode, et pas des moindres, et pas avec n'importe quel invité. Avant tout, je tiens à vous présenter un petit peu l'objectif de ce podcast. L'objectif, c'est de recevoir des personnalités qui ont réussi dans plein de domaines différents, et de revenir sur leurs débuts. Parce que oui, elles ont réussi à en être là où elles sont actuellement, mais on a envie d'en savoir plus sur leurs débuts, leurs premières expériences, notamment de stage, d'alternance ou professionnelle. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec Saïd El Abadi, journaliste sportif chez Canal+, et auteur de l'histoire du football africain aux éditions Face Cachée. Merci Saïd d'avoir accepté l'invitation. Salut Mathias, merci et bravo pour ce lancement de podcast. Longue vie. Merci à ce podcast parce que c'est beau, c'est un beau projet, c'est une belle idée d'ailleurs en plus. Je suis jaloux de pas avoir eu cette idée-là avant toi, donc bravo. Tu m'as dit qu'à l'époque il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas ça, donc mais bravo et je suis très honoré surtout d'être le premier invité parce que oui, c'est toujours un lourd exercice et d'être le premier invité. Donc j'espère que je serai à la hauteur de ce que tu attends. Je voulais vraiment t'avoir tant sur tes qualités professionnelles, mais sur tes qualités humaines aussi. Parce que je me suis dit, il faut que je sois bien, il faut que je sois dans de bonnes dispositions, chillax. Donc voilà, là on est bien. Saïd, et tu vas me parler un peu de tout ton parcours, de petites anecdotes croustillantes. Donc Saïd, est-ce que tu peux te présenter ? Eh ben moi c'est Saïd El Abadi, je suis journaliste sportif, je travaille pour le groupe Canal+ notamment, je suis conférencier également, je donne aussi des cours de temps en temps dans certaines écoles et donc j'ai sorti ce livre l'histoire du football africain, donc c'est désormais avec un autre métier on va dire, je suis auteur, écrivain et depuis peu donc c'est agréable et j'ai lancé cette nouvelle aventure depuis le 13 novembre dernier, donc la sortie du livre et c'est un grand plaisir. Trop bien, en plus en ce moment c'est la CAN, donc franchement ça arrive à pic et j'espère que pendant l'interview, pendant notre discussion, parce que là je suis trop en mode interview, tout ça, on est dans une discussion, j'espère qu'on pourra y revenir parce qu'il y a plein d'anecdotes hyper intéressantes et notamment aussi la manière dont tu as abordé ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire ? T'étais quel genre d'élève quand t'étais à l'école ? Bah en fait j'étais un bon élève plutôt simple, qui aimait l'école, qui se levait le matin avec grand plaisir pour y aller. J'étais même un de ceux d'ailleurs peut-être un peu trop love de l'école. Oui parce que moi quand je manquais un cours, j'étais pas content, j'avais envie d'y aller, peut-être aussi pour retrouver mes amis à la récréation évidemment, mais à l'école je me débrouillais très bien. Après, il y a eu l'évolution collège où on voyait un peu plus sur le bulletin écrit bavardage au milieu des encouragements ou des félicitations, mais beaucoup de bavardage. Mes parents s'en rappellent et ils seront contents quand ils écouteront ce podcast. Ouais. Coucou maman, coucou papa. Mais du coup, j'étais un élève qui aimait bien l'école et qui s'en sortait très, très bien jusqu'au lycée. Donc sur ça, pas de problème et c'était bien. Super. Et t'as pris une filière en particulier au lycée Oui, alors en fait, j'avais envie de partir sur tout ce qui était scientifique au début. J'étais très côté scientifique jusqu'au collège. Et arrivé à la seconde, c'est toujours cette année de seconde qui bascule, qui fait tout changer. Et des mauvaises expériences, mauvais prof peut-être, on va pas donner de nom, mais mauvais prof qui m'a complètement donné envie de faire autre chose, de laisser tomber les maths. J'étais très bon en maths et au plus grand regret sûrement de mon père qui aurait voulu que je continue les maths, je suis parti sur la filiale littéraire.
Mais Et, qu'est-ce qu'il te disait, ce prof c'est pas qu'il me disait, c'est qu'en des gros, attitudes, les cours me donnaient pas vraiment envie. D'accord, ok. Quand on avait des devoirs, c'était pas agréable. Enfin, il y avait rien qui donnait envie d'aimer les maths. Alors que j'étais vraiment fan de maths jusqu'au collège, jusqu'à la troisième, j'étais un régal. Donc j'étais un peu déçu. Et quand on est au lycée en seconde, on est encore ado. On se rebelle assez rapidement, etc. Je me dis, bon, bah tant pis, non, bah, les maths, moi, c'est plus pour moi. Donc, je vais sur autre chose et je suis parti sur la filiale littéraire et ça s'est très bien passé par la suite. Enfin, très bien. J'ai pu rencontrer des profs Oui, de temps en temps, oui, bien ou pas sûr, bien, sûr. mais voilà, je suis parti En sur principe, ça et j'ai décroché ce bac littéraire par la suite. Et lors de ton lycée, tes années lycée, lorsque tu étais en littéraire, est-ce que tu savais que tu voulais devenir journaliste? Enfin, comment ça s'est passé un peu cette bascule? Est-ce que tu regardais des émissions de sport, des débats, des interviews? Comment ça se passait? Alors moi, j'ai toujours été fan de sport. Ok. C'est vrai que je l'indique depuis des années, et puis même dans mon livre, je l'explique. J'ai été fan de foot, mais de sport en général. Et c'est vrai que j'ai grandi dans une famille pas de sportifs. J'ai pas eu de grands professionnels dans ma famille. C'est pas à cause des ligaments, c'est juste que on n'a pas de sportifs. Mais on a toujours été fan de sport. Et il y a quelque chose que j'ai toujours aimé dans ma famille, que ce soit mes parents, mais aussi mes oncles, mes tantes, etc. C'est-à-dire que on a toujours regardé le sport avec de l'apprentissage. C'est-à-dire que le sport m'a permis, moi, d'apprendre énormément de choses sur la géographie, l'histoire, la géopolitique. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte d'une chose, c'est que le sport, ça te permet d'apprendre énormément. Tu peux apprendre le nom des capitales, le nom des pays, les drapeaux. Et en fait, quand tu es jeune, apprendre ces choses-là au niveau scolaire, bah, c'est un plus. Tu te rends compte qu'en arrivant à l'école, c'est peut-être pour ça aussi que j'avais cette envie d'aller en cours tout de suite, parce que j'étais un des premiers à connaître dans ma classe les capitales. Et pas des moindres, pas les capitales européennes, les capitales africaines, les capitales mondiales. Et ça, c'est peut-être un plus. Et j'avais peut-être envie de montrer à mes instits à l'époque que, ouais, moi, je connaissais ça. Donc ça, les anciens présidents. Parce que mine de rien, quand tu connais le sport, bah, tu découvres un peu la politique de certains pays. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi avec ce côté-là et cette envie de pas forcément d'en faire mon métier tout de suite, mais de suivre le sport depuis toujours. Et ensuite, arrivé au collège, je faisais du sport, comme toujours, comme tout le monde, pardon, et je faisais de l'athlétisme. Je m'éclatais en athlétisme, j'étais très bon d'ailleurs. J'ai fait des championnats de France, notamment, donc ça, c'était cool. Incroyable. Et vice-champion de France. Incroyable. C'était quoi cette distance? C'était en 6e et en 4e. C'était le 250 mètres. Et après, je me suis spécialisé dans le 1500. Donc j'adorais ça, le 800 et le 1500, et c'était un régal. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au collège, j'avais envie d'être prof de sport, d'abord. Mais je vais revenir un peu, parce que c'est vrai que ce petit passage, je l'ai oublié, pardon. Il y a un petit passage intéressant. Quand j'étais en CM2, il y a une rencontre qui se fait parents-prof. Et ça c'est aussi pour mes parents, on se rappelait, mon père, parce que je me rappelle de ses yeux à ce moment-là, c'était très drôle. Il y a cette fameuse rencontre quand tu veux passer en 6e, voilà, les acquis, non acquis, etc. Donc moi, l'instit me dit, Monsieur Baron à l'époque, me dit très très bien, ça y est, très bon élève, franchement rien à dire, etc. Il a un très bel avenir, je pense qu'il pourra faire quelque chose de grand. C'est beau. Franchement, ça fait plaisir, mon père est content, etc. Oui. Saïd, qu'est-ce que tu veux faire? Non. Et il dit à mon père, mais par contre, c'est dommage parce que Saïd, il a pas vraiment pour l'instant envie de faire un grand métier, etc. Bon, en même temps, t'es jeune, en CM2, etc. Et moi, j'avais dit dans l'année que ce que je voulais faire, c'est être boulanger, pâtissier. Pourquoi? Bah parce que j'étais fan de petits pains au chocolat, ces choses-là, parce que je voulais les faire. Et mon père, quand il a entendu ça, il dit, ah bon, toi tu veux faire ça? Mais depuis quand? Et c'est vrai qu'à l'époque, tu dis boulanger pâtissier, c'est pas les meilleurs métiers entre guillemets, mais finalement aujourd'hui j'aurais peut-être dû faire ça aussi. Il y en a des super pâtissiers, il y en a qui sont très très bien, donc tant mieux. Mais c'est vrai que ça avait surpris mes parents et ça c'était pour la petite anecdote assez sympa. Ensuite au collège, donc je voulais être prof de sport et arrivé au lycée, je fais une rencontre. Donc il y a ce prof de maths. Ok, mais en première, je fais une rencontre avec une camarade de classe qui m'explique qu'elle connaît très bien un directeur d'un journal local qui s'appelle l'Écho Républicain. Et elle me dit, écoute, pourquoi tu le rencontrerais pas pour lui demander comment ça se passe dans le métier du journalisme sportif? Ça pourrait t'intéresser. Je dis, pourquoi pas, le journalisme sportif, ça peut être intéressant. Je commence à regarder, moi, justement, des émissions de sport, un peu partout. Bon, RMC, j'écoute à la radio, il y avait RTL aussi, notamment. Je regardais Eurosport, surtout, qui marchait bien. Et les matchs de foot, évidemment.
Et je rencontre ce monsieur qui s'appelle Monsieur Dijon, je sais pas s'il est toujours en vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que juste avant de le rencontrer, je gagne un concours via ce journal, un concours où je gagnais une raquette par rapport c'était à Roland Garros. Okay. J'avais un jeu concours, je l'ai fait, je gagne une raquette. Donc je vais en même temps à ce rendez-vous pour récupérer ma raquette, je suis accompagné de mon frère, et je rencontre en même temps Monsieur Dijon qui me parle du métier de journaliste, qui me dit tu veux faire du journalisme, etc. Je dis pourquoi pas, ça me tente. Je suis en première. Hein. Donc j'ai 16 ans, 17 ans, je sais plus à cette époque-là. Et il me dit, il me parle du journalisme, etc. Et puis il me dit, mais ça t'intéresse pas de tester le journalisme avec nous et d'écrire dans notre journal de temps en temps. Génial. Je dis, mais j'ai 17 ans, comment... Il me dit, non, mais tu peux venir faire, t'as le droit, il n'y a pas de problème, tu seras correspondant local, on t'envoie faire un match de foot par-ci, par-là, et le week-end, t'écris un article, tu viens à la rédaction et ça t'entraîne, etc. Je dis, avec grand plaisir, on te le publie dans le journal, etc. Je dis, go. Et l'aventure a commencé, j'étais en première, donc c'était en première, en février. Premier article, je me souviens, parce que c'était à Chartres, donc moi je suis de Chartres, originaire de Chartres, et c'était les 14 ans nationaux de Chartres qui jouaient, je crois, contre Bordeaux ou contre le PSG. Et j'avais fait mon premier article en février, à l'époque, quand j'étais en première dans ce journal. Donc c'est là qu'a commencé l'aventure. Et t'avais pas encore toutes ces règles journalistiques à... Pas du tout, parce que moi je viens pas d'une famille de journalistes. J'ai mon oncle qui au Maroc a été caméraman, donc c'est plutôt la technique. Il était sur la première chaîne à l'époque, le RTM, donc ça fait partie maintenant de la SNRT. Mais il n'a pas été journaliste, donc moi j'ai personne qui était qui était journaliste à l'époque, etc. J'avais pas ces règles-là, mais je les ai apprises au fur et à mesure. Le style d'écriture, on me reprenait. Ce qui était agréable, c'est que genre le samedi ou le dimanche, j'allais voir mon match de foot, j'allais directement ensuite à la rédaction. Mon père m'emmenait en même temps, etc. J'écrivais mon article, il me corrigeait. Et le lendemain, j'avais mon article qui était publié dans le journal. Et au lycée, c'était marrant parce que du coup, pour la petite anecdote, c'est que j'ai fait ça jusqu'à la fin du lycée, même un peu plus. Et au lycée, j'avais des amis qui jouaient dans les clubs de foot locaux. Et donc, du coup, quand j'allais les voir, le lundi matin, c'était « Attends, est-ce que t'as mis mon nom ? Est-ce que t'as mis mon nom ?» etc. Donc, c'était assez marrant. Mais hyper intéressant. Franchement, c'est fou. Donc, t'as commencé J'ai prévenu qu'il allait avoir de belles anecdotes. Ouais, mais clairement, j'ai prévenu. T'as commencé à faire tes armes, finalement, dès le lycée. Ouais, exactement. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et on dit toujours que dans le métier, c'est intéressant de découvrir la presse locale. Parce que c'est celle qui est la plus formatrice. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à pouvoir se lancer assez facilement, comme je te le disais tout à l'heure, les podcasts, sur Instagram, tout ce que vous voulez, etc. C'est très bien. Mais c'est vrai que pour l'écrit, par exemple, c'est bien aussi d'aller en presse locale, parce qu'en presse locale, vous allez vraiment chercher l'information. C'est pas facile d'aller chercher l'information. Vous allez voir un match de foot, vous prenez des notes, etc. Et même, là, c'est pour du foot, donc ça va, vous allez regarder un match de foot. Mais quand vous êtes en presse locale, il faut aller chercher vous-même, par exemple, un fait divers, une information, etc. C'est plus dur. L'info nationale, l'info internationale, vous l'avez déjà sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, donc c'est plus facile à aller chercher. Là, il faut aller se démener pour aller chercher toutes ces informations. Et je pense aussi que, puisque c'est de la presse locale, t'as plus de responsabilités, enfin, on te donne plus de chances d'écrire à 16 ans, 17 ans que si tu pars dans un gros média et tout, on va pas te donner les mêmes missions. C'est sûr et certain. Donc, moi, je remercierai jamais assez l'Éco-Républicain. D'ailleurs, je les ai eus récemment, ça m'a tellement fait plaisir quand ils ont vu mon livre. C'est d'eux-mêmes, en fait, qui sont venus me proposer une interview et on a terminé, on a bouclé la boucle en faisant une interview de moi sur mon livre. Et ça m'a fait chaud au cœur, franchement. Il y a des petites interviews comme ça qui font chaud au cœur. C'est beau, c'est symbolique finalement. C'est très symbolique et ça te permet de te rappeler d'où tu viens. Parce que parfois on peut avoir tendance à l'oublier. C'est toujours important de savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on va. Et moi j'aime bien ces petits rappels et ça m'a fait plaisir. Et je l'ai vraiment mis en valeur en plus cette interview sur mes réseaux sociaux et partout parce que pour montrer que oui voilà, c'est une interview certes, ça me met en valeur, mais c'est grâce à eux qu'en fait j'en suis là. Si j'avais pas commencé avec eux, jamais peut-être j'aurais pu finir avec un livre. Incroyable. Et t'as fini tes études, tu finis avec l'Éco-Républicain. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu te dis, bon, j'ai envie de partir en école de communication, de journalisme, parce que t'es parti faire une licence en communication. Comment ça s'est passé ? Alors en fait, il y a deux éléments. Il y a un élément aussi important à prendre en compte dans mon cursus. C'est-à-dire que lorsque j'ai écrivé des articles, j'étais donc en bac littéraire. Et en bac littéraire, on a des profs parfois qui aiment qu'on écrive d'une certaine manière.
C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment de la littérature pure, etc. Et moi, depuis toujours, je me suis toujours promis de vulgariser les choses. Bien parler devant le public, écrire de bonnes choses, bien évidemment. Mais c'est pas que je me refuse, mais j'aime bien que tout le monde puisse comprendre les choses assez facilement. Quand je te parle, j'ai envie que quand j'écrive, on reconnaisse en fait ma façon de parler. Quand tu lis mon livre, et c'est ce qui me fait plaisir, c'est que les gens reconnaissent ma façon de parler. J'ai envie que ça aille droit au but. Et à l'époque, j'avais déjà appris ça. En fait, c'est un conseil qu'on m'avait donné déjà à l'éco-républicain, c'est prends ton style. Ton style, on le reconnaîtra. Parce que sinon, on ne te reconnaît jamais. Et alors, encore d'aujourd'hui, de ChatGPT, par exemple, y en a qui peuvent utiliser facilement ChatGPT pour écrire un article. Moi, j'ai cette capacité et j'en suis très fier et je milite pour ça. Ayez votre style parce qu'on reconnaît facilement votre style. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce qu'à l'époque, quand j'écrivais déjà mes articles dans les Éco-Républicains, j'ai une prof de littérature, je ne citerai pas le nom, mais comme ça, si un jour elle tombe sur le podcast, j'espère qu'elle se reconnaîtra facilement. C'est à Chartres, de toute façon, au lycée Fulbert. Voilà. Donne pas trop de détails. Donne pas trop de détails. Elle habite au bâtiment B, mais bon. Elle m'avait dit deux choses. Ouais. Moi, j'ai une façon d'écrire. Quand j'écris avec mon stylo, j'écris on dit que j'ai une écriture de docteur, c'est-à-dire que j'écris vraiment T'es gaucher en ou italique. Je suis droitier, mais j'écris en italique. Okay. Mais on arrive à facilement à me lire quand même. Okay. Et elle n'aimait pas mon style d'écriture. Elle disait que j'écrivais mal. Et ensuite, au niveau de la forme, la syntaxe, elle disait que j'écrivais très très mal. J'avais pris un rendez-vous avec elle, j'étais délégué de classe. Je lui dis, mais madame, c'est quoi votre problème avec moi ? Elle me dit, en fait, ici, on n'est pas à l'éco-républicain, il ne faut pas écrire comme dans un journal. On est littéraire, il faut mieux écrire. Donc j'avais pris deux manières sa façon de parler. C'était condescendance envers les journalistes, parce que ça veut dire qu'un journaliste, s'il n'écrit pas d'une manière littéraire, c'est qu'il est bête et qu'on ne comprend pas. Et ça, du coup, j'ai toujours gardé ça en tête en me disant, mais moi, je vais justement vulgariser les choses et montrer que c'est pas parce que tu n'écris pas d'une manière littéraire en employant des termes assez sophistiqués que tu vas pas réussir. Et la deuxième chose, c'était ma façon d'écrire qu'elle n'avait pas appréciée. Et j'ai trouvé ça tellement, mais condescendant également. Et du coup, je me suis forcé et je me suis dit, ok, c'est comme ça, pas de problème. Je vais continuer de cette manière-là. Et j'ai continué toute l'année à écrire comme ça, même mes rédactions, mes dissertations, etc. Wow. C'était un peu un face-à-face, mais j'ai pas lâché l'affaire. Et à la fin, j'ai décroché mon bac. Et j'étais très content. À la fin, je lui ai dit, regardez, madame, j'ai décroché mon bac. Génial. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai perdu le fil de ta question, mais je crois que ça me revient. Ensuite... J'ai toujours voulu rester dans le journalisme et donc après ce bac, l'idée c'était de partir faire une école de journalisme, mais le problème c'est que je maîtrisais pas vraiment l'aspect des concours. En gros, j'avais pas visualisé à quel moment il fallait passer les concours et je m'y suis pris trop tard. Alors que M. Dijon m'avait prévenu qu'il y avait des concours, le fameux directeur de l'éco-républicain. Et du coup, j'avais postulé à un seul DUT, qui était c'est un IUT de journalisme à Tours. Et le problème, c'est que dans des DUT, contrairement aux grandes écoles, c'est que tu ne prends que 22 élèves, un truc comme ça. Okay. Je me suis retrouvé en liste d'attente. Et liste d'attente, quand tu as 22 élèves, tu sais très bien que... Moi, je crois que j'étais 15e sur liste d'attente. Je sais très bien qu'il n'allait pas avoir 15 personnes qui allaient abandonner le DUT. Donc, du coup, je me suis retrouvé à faire une fac d'histoire géo, comme j'ai toujours aimé l'histoire géo, comme je te le disais tout à l'heure. Donc j'ai fait ça en attendant et ensuite j'ai profité de cette école, cette fac d'histoire géo à Tours pour préparer mes concours et j'ai préparé des concours d'école de journalisme et notamment de l'école privée là où j'ai atterri à Paris, c'était l'ICP, je sais plus, ça a dû changer de nom et du coup je me suis inscrit là-bas et j'ai passé le concours et voilà. C'est une école de journalisme reconnue par l'État? Non, celle-ci n'est pas reconnue par l'État, c'est les fameuses écoles payantes qui coûtent un bras, heureusement que mes parents m'ont aidé, donc ça c'était le côté positif, mais je me suis dit que j'allais profiter de cette école-là, parce que j'ai vu que l'emploi du temps pendant les 3 ans, c'était pratiquement que des mi-journées. Et moi, comme je faisais les allers-retours entre Chartres et Paris, il y a 1 heure de trajet, je me suis dit, je vais rentabiliser mon temps en allant chercher des contacts pour me faire des stages. Et du coup, 0 contact. J'y suis allé au culot, j'ai démarché un peu tout le monde, j'étais dans des radios, il y avait c'est Radio Campus, Radio FG ou des trucs comme ça. J'ai postulé là-bas. D'abord, j'ai commencé avec eux. Je faisais des biographies sur les sites internet, des biographies de chanteurs. Donc voilà, pour commencer. Mais bon, au moins, ça me faisait un pied déjà dans un média. Je le mets sur mon CV. Ensuite, je postule à Téléfoot, mais version web, parce qu'à l'époque, c'était 2010. Il y a une Coupe du Monde qui se prépare. Et en fait, ils lancent un site... c'était My Téléfoot.
et il lance un site pour la Coupe du Monde et on me propose de venir pendant 6 mois, de faire un stage de 6 mois. Donc go, donc j'y suis allé. Comment t'as trouvé ce stage ? J'ai postulé sur internet, Incroyable. mais vraiment comme ça. Hein. Personne m'a aidé, hein. Mais vraiment personne m'a aidé, donc j'ai postulé, j'ai fait ça. Comment t'as vécu ce premier stage, on va dire, dans ton élément, voilà, parce que c'est le sport, c'est le foot. Puis c'est TF1, c'est Téléfoot, t'arrives dans un endroit... Franchement, t'arrives comme ça, tu te dis, waouh, c'est génial. On me propose d'écrire moi-même mes articles, de signer, etc. Je me retrouve à signer sur TF1 et Téléfoot. Je me dis, c'est génial. On me propose de venir. Et je gérais en même temps, il y avait Téléfoot, MyTéléfoot et Automoto. Donc, c'était les sites internet de Automoto et de Téléfoot. C'était royal. Donc, j'allais parfois voir les tests Automoto. J'étais invité. Parfois, j'allais sur Téléfoot lorsqu'il y avait à l'époque, les Ballons d'Or, il n'y avait pas les cérémonies comme aujourd'hui. Et moi, je me souviens avoir vu, je crois que c'était Lionel Messi qui venait à une conférence à TF1 qui recevait son Ballon d'Or. Et moi, j'étais là, donc j'ai vu Lionel Messi. Donc, ces premiers éléments. Et en fait, tout ça, tu te dis, mais attends, mais soit tu engranges de l'expérience et en même temps tu surfes dessus, soit tu profites et voilà. Moi, je me suis dit, je vais en profiter au maximum. Donc, je proposais plein de sujets, mais mon acteur en chef, il est le pauvre. Normal, je lui dis, mais là, il y a Lionel Messi, pourquoi on ferait pas un sujet sur comment il est venu, pourquoi, etc., que sa façon d'être, etc. Je proposais tout et n'importe quoi. Est-ce que lui, il était dans sa posture, est-ce qu'il disait, ouais, ok, ou est-ce que tu sentais que... Il y a des moments, il me ralentissait, mais c'était à bon escient, parce qu'il y a des moments, des sujets, tu te dis, mais non, calme-toi, ça vaut strictement rien, etc. Mais il y a des moments, au contraire, il m'encourageait, où il me disait tourne-le plutôt de ce sens-là, avec cet angle-là, etc. Il m'aidait, il m'accompagnait, et ça, c'était vraiment agréable. Et c'est vrai que j'avais un très très bon maître de stage à l'époque. Et après ce stage, je me suis dit, je vais encore postuler. Je postule à RMC. J'ai fait 3 mois de stage chez RMC. Pareil, c'était l'année suivante. Pareil, plein d'événements sportifs, etc. Mais là, c'était encore une autre machine, parce que RMC, c'est vraiment très sportif, et ils suivent tout. Et là, pareil, mais je me suis mis sur tous les thèmes. Alors, rugby, moi qui suis pas le rugby, je suis le rugby, mais c'est pas mon sport de prédilection. Mais au début, je comprenais pas trop, j'étais un peu dur, mais on m'a accompagné pareil. De la même manière, j'ai vu un peu plus d'intensité chez RMC. Je pense que j'ai appris peut-être le côté un peu plus... énergétique et vif, c'est-à-dire que là on ne blague pas. Téléfoot, c'était pas qu'on ne blaguait pas, mais il y avait un peu plus d'accompagnement. RMC, j'ai vu une vraie machine, c'est-à-dire que il faut tourner la machine. Tu arrives, faut être tout de suite dans le bain, sinon ça fonctionne pas et on peut te dire au revoir tout de suite. Donc c'était un peu plus dur, mais j'ai réussi, je me suis accroché et je l'ai fait. Et après j'ai réussi à faire un stage chez l'équipe. Mais avant, juste RMC, c'est quoi les... Qu'est-ce que t'as appris de cette expérience-là, et est-ce que il te donnait des conseils sur la manière dont tu devais faire de la veille par rapport au rugby, par exemple, parce que tu n'avais pas de connaissances par rapport à ce sujet-là. Comment ça s'est passé ? Simplement, c'est-à-dire qu'on rentre directement dans le vif du sujet, comme je te l'ai dit. En fait, ce qui était agréable avec RMC, Téléfoot, c'était vraiment une autre expérience, c'était vraiment super. Ouais. Mais RMC, c'était le sens où on arrive, tu viens, tu postules, et on te dit tout de suite, ok, t'es journaliste. Waouh. Tu te dis, ah oui, d'accord, donc en fait, on blague pas, on te prend vraiment au sérieux dès le début pour te mettre dans le bain. Et en même temps, c'est important, parce que si on arrive et on veut t'accompagner et tu restes un petit stagiaire, on va te prendre un peu de haut, et voilà. Là, non, c'est ok, tu veux être journaliste ? Montre-nous. Donc, on m'a accompagné, évidemment, quand je faisais mes premiers articles en me disant non, ça, c'est pas bon, corrige ci, corrige ça, etc. Mais pour que presque une semaine après, je sois presque autonome et que je propose mes sujets. Donc, en fait, ça te fait grandir assez rapidement dans le métier, parce que tu te rends compte qu'il faut être rapide, qu'un sujet... ça a une durée de temps très limitée, surtout un article à l'écrit, un résultat sportif. En fait, en 1 heure ou 2, ton article, il est terminé. Même pas, maintenant, j'abuse, dans 5 minutes, tout le monde a zappé sur l'article. Donc c'est ça, en fait, c'est apprendre à écrire un sujet à la fois rapide, parce que les personnes, tout le monde, le grand public veut l'information assez rapidement, mais en même temps, essayer de trouver d'autres sujets à côté qui vont peut-être un peu plus perdurer dans le temps. Mais RMC, ça a plutôt ce côté à avoir de l'info brute. Donc, c'est important pour eux d'avoir des articles assez rapidement. Et c'était ça, à l'époque, qu'il fallait que je gère. Et tu partais aussi à des événements pour couvrir justement des événements sportifs. Ça m'est arrivé. C'est vrai que sur RMC, un peu moins. Parce que RMC, il fallait faire tourner la machine. On restait beaucoup au desk. Okay. Et il y avait beaucoup déjà de personnes sur place. Comme il y a la radio en même temps, donc
Ça servait à rien qu'une personne du desk se déplace sur place, donc on valait mieux rester au bureau. Mais ça m'a permis d'apprendre aussi ce côté du métier, parce que de l'extérieur, on connaît pas ce métier-là. On a tendance à croire qu'un journaliste, ça sort tout le temps, ça va directement sur place. Et en fait, non, un journaliste, parfois, malheureusement, doit rester aussi au bureau. Et il y a les rédacteurs qui restent comme ça au desk. C'est ce qu'on appelle le desk, rester au bureau tout le temps, quoi. Donc là, pendant cette école de communication, tu fais un stage chez Téléfoot, un stage chez RMC Sport, et ensuite je fais un premier pass chez l'équipe. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est un petit stage d'observation, donc c'est pas mal, mais au moins, ça me permet d'avoir un pied à l'étrier. Et ensuite, je décroche une licence chez eux, donc dans cette école. Et l'idée, c'est, est-ce que tu continues dans les études, ou est-ce que tu te lances tout de suite dans le métier ? J'ai tâté le terrain. Je me suis dit, tiens, j'ai fait pas mal d'expériences. Est-ce que je vais réussir à trouver un travail tout de suite ? Et c'est là, en fait, où tu commences à te heurter aux réalités du métier, à dire que, en fait, non. Il n'y a pas de poste, il n'y a rien, et tu as trop peu d'expérience. Alors pourtant, j'ai commencé très tôt avec l'écho, etc. J'aurais peut-être pu trouver quelque chose en presse locale, mais moi, l'idée, c'était de continuer de poursuivre. Et je me suis dit, mais attends, on m'a parlé de l'ESJ Lille-Montpellier en alternance. En fait, c'est ce que j'ai envie de faire, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de stages, mais j'ai envie d'un peu de l'alternance, parce que l'alternance aussi, ça te permet un peu d'aller chercher aussi de l'argent, et en même temps de travailler encore un peu plus, parce que quand tu es alternant, tu as un peu plus de professionnalisme. On te met vraiment en confiance et on te donne un poste réel, et c'est à toi de gérer. Et du coup, je postule à cette école, l'ESJ. C'était quoi ? C'était des concours Concours. Alors, c'est vrai que c'était marrant, parce que quand tu postules, on t'appelle, tu as un premier concours au téléphone. Ah ouais. Un premier examen, entre guillemets, au téléphone, où on te pose des questions sur l'actualité. Et je me rappelle plus des questions, mais je me rappelle, on m'avait posé la question sur le Premier ministre japonais. Et heureusement que j'avais vu l'actualité juste avant, et que je connaissais. Mais il fallait être comme quoi le journalisme. Et c'est ça qui est intéressant. Petite parenthèse, c'est là où c'est intéressant, et ça, ce que j'aime rappeler, et ça fera sûrement plaisir aux jeunes. Mais le journalisme sportif est souvent sous-coté en France, et peut-être même dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on dit que le journalisme sportif, c'est que du sport, c'est simple, mais ils savent rien faire d'autre. Un journaliste sportif, à la différence d'un journaliste peut-être politique, lui, il peut parler de tout. Comme je disais en introduction, moi j'ai toujours aimé l'histoire, la géographie, et via le sport, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Un journaliste sportif, il peut écrire un article sur un homme politique, il peut écrire un article sur un fait divers, parce qu'en fait, il a cette capacité à connaître énormément de choses hors sport. Un journaliste politique, tu le mets dans le sport, il est bloqué, il va dire « Oh non, mais moi le foot, ça m'intéresse pas, puis je connais pas tel joueur, etc. » Un journaliste sportif, il connaît le nom de tel ministre, de tous les ministres, etc. Et du président de la République de tel pays, etc. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Le petit flex. Le petit flex, et un petit tacle aussi appuyé, parce que parfois, je trouve que faut défendre un peu le journalisme sportif. Oui, clairement. Donc voilà. Je postule, je suis pris pour le concours à Montpellier, à Gramont, que tu connais bien. Ouais. Voilà. Montpellier-Rhin. En plus, je vais passer mon concours en plein été. Ah oui. Au Royal. D'accord. Donc c'est plutôt cool. T'as pu prendre des vacances ou pas ? Non, malheureusement, non. Je suis rentré dès le soir même. Enfin, je suis arrivé la veille, j'ai pris mon hôtel, et le lendemain, le soir même, je suis rentré. C'était en pleine Coupe du Monde. Ouais. J'ai regardé, ça c'est la petite dédicace pour Mathias, parce que j'étais content. Il y avait la Coupe du Monde 2010, parce que c'était en 2010. Et Coupe du Monde 2010, je regarde sur la place de la Comédie. Tu vois, c'est pour ça que je disais que ça allait faire plaisir. Place de la Comédie, je regarde le match Uruguay-Ghana. Ok. Ce fameux match historique pour les Africains. Ça, c'est petite dédicace pour mon livre. Parce que le Ghana avait été éliminé par l'Uruguay après une faute de main de Luis Suarez, qui avait arrêté un tir sur sa ligne. Ouais. Pour sauver sa patrie, et ça c'était beau quand même ce qu'il avait fait. Et je crois qu'ensuite les Ghanéens sont éliminés, je sais plus si c'est en séance de tir au but ou je sais plus comment ça se passe, mais voilà. Donc j'avais regardé ce match-là et j'avais pris mon dernier train, le tout dernier train pour rentrer sur Paris. Et je suis pris à l'ESJ. Une semaine après, il m'appelle pour me dire que je suis pris. Et là, ce qu'il faut faire ensuite, c'est que comme on est en alternance, il faut trouver une alternance. Et l'alternance, je la trouve, et cette fois, c'était cool, je la trouve grâce à qui ? Grâce à un ancien prof de cette école d'Institut International de Communication de Paris, Monsieur Moulin, je le remercie, Stéphane, très sympa. Et en fait, je cherche de l'alternance, et l'alternance, c'est là où tu te rends compte que c'est très dur. On parlait tout à l'heure de trouver un CDD, un CDI, un emploi dans le métier, c'est très compliqué, mais une alternance, c'est encore
plus dur. Et ça, c'est aussi, je m'en rends compte aujourd'hui, parce que le nombre de messages que je reçois de jeunes étudiants en journalisme qui me demandent est-ce que vous prenez, etc., je me rends compte que c'est dur. Je suis pris grâce à Stéphane Moulin, qui voit que je galère à trouver une alternance, et il me dit, dans notre boîte, notre magazine qui s'appelle l'événementiel, on cherche quelqu'un, justement, on va créer un poste en alternance, et si ça te dit, viens faire l'entretien avec la directrice et tu verras comment ça se passer. Si ça se passe bien, c'est à toi de gérer, quoi, et voilà. Incroyable. Je passe l'entretien, tout se passe bien et je suis pris, et ça m'a permis de travailler pendant 2 ans avec l'événementiel. En fait, ce qui était intéressant, c'est que j'ai travaillé sur toute la partie marketing et même dans le sport, tout ce qui était organisation d'événements sportifs. Et moi, j'ai bien aimé. Au début, je me dis, qu'est-ce que je vais faire là ? Je trouve une alternance, mais pour trouver une alternance. Et en fait, non. Ça a été énormément formateur parce que c'est un magazine. Donc, j'ai pu apprendre le métier du magazine parce que tu te rends compte que c'est différent du site web, du print, d'un quotidien, etc. Tu as un rendu un peu plus long, mais tu travailles sur beaucoup plus de pagination, etc. Et en plus, tu as des responsabilités, tu vas te déplacer. Et aussi pour le côté sportif, au lieu d'apprendre sur l'actualité sportive en elle-même, en fait, j'apprends sur tout ce qu'il y a autour. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses et je voyais le sport autrement. Donc ça m'a permis d'engranger un autre bagage. Et franchement, j'étais super content. Et à la fin, j'ai eu mon diplôme en alternance, champion journaliste, voilà, comme on dit. Médaille d'or. Non, médaille d'or si tu veux, et voilà, donc j'étais très content. Et ce magazine, il était où ? Il était à Montpellier ? Non, il était basé à Paris. Donc tu faisais à chaque fois les allers-retours Non, alors non, ce qui était cool, ça c'est génial, c'est que moi aussi je pensais que j'allais faire les allers-retours à Montpellier. Dommage. J'aurais bien aimé. Mais non, en fait, à ce moment-là, comme c'était une antenne de l'ESJ de Lille, qui était à Montpellier, donc c'est l'ESJ Pro, je crois que ça a changé, maintenant ça s'appelle l'ESJ Pro, je sais plus trop. Et en fait, ils ont créé un partenariat à l'époque avec le Bondy Blog. Et donc, Bondy Blog, donc ils ont pris les locaux du Bondy Blog, et ce qui fait qu'on avait cours 15 jours à Bondy, et les 8 autres semaines, c'était l'alternance. De temps en temps, on est parti à Montpellier. Ça, c'était cool. Mais j'ai eu des super bons... En plus, j'ai trop aimé le rythme, était génial. Notre référent, c'était Claude Morin à l'époque, et super journaliste. Et en fait, tous les cours étaient super bien organisés, les sessions de cours. En fait, on avait, par exemple, 15 jours de journalisme sportif. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le journalisme sportif, c'était avec un ancien Eric Chappelle de l'équipe, qui nous avait emmené de voir un match de Bondy, et à l'époque il y avait un certain Kylian qui jouait, et c'était une époque de U13, je crois, un truc comme ça, et en fait il nous a dit il y a un petit joueur qui cartonne. Moi je connaissais pas du tout, j'ai regardé le match, je savais même pas qui c'était, etc. Et apparemment, après on m'en a reparlé, apparemment il était là, c'était le fameux projet Mbappé. Donc apparemment j'ai vu l'un des matchs de Kylian Mbappé à Bondy. Je n'ai aucun souvenir de son visage, etc. Mais apparemment il était là, donc très marrant. Je sais pas si c'est vrai, mais voilà, mais c'est ce qu'on voulait. On voulait des petites anecdotes. On voulait des anecdotes. Moi, je sais que Eric m'avait dit après, oui, il était là, etc. Ok, on va garder ça dans mon CV. j'ai vu un match de Kylian Mbappé à Bondy. Voilà. Incroyable. En plus, c'est ses débuts. Donc c'était très marrant. Et à la suite de cette alternance, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Est-ce que tu te dis, bon, c'est parti là, on va commencer à travailler, il va falloir commencer à trouver un travail, un CDI. En plus, je sais pas si la profession de journaliste a changé au fur et à mesure des années, parce que maintenant c'est hyper compliqué d'avoir juste un emploi stable en tant que journaliste. Maintenant c'est plus des piges. Comment ça se passait à l'époque ? Alors, à l'époque, il y avait les piges, toujours. Ça a toujours fonctionné comme ça. Il y avait des CDI et il y avait encore des CDI. Donc, parce que les CDI, maintenant, ça court pas les rues, malheureusement. Mais comment ça s'est passé ? En gros, en fin d'études d'alternance, tu dois réaliser un stage encore d'observation dans un autre média. Et là, en fait, je redemande à l'équipe si je peux faire un petit stage en alternance. C'était pendant les Jeux Olympiques de 2012. Et je leur dis, est-ce qu'il y a possibilité, etc. Ils me disent, viens, go, etc. Donc, 2 semaines chez eux, donc très bien. Et je finis mon alternance en septembre. Je demande à mon patron de l'époque, parce qu'on avait changé entre-temps, on était sur une patronne au début, ensuite c'est un directeur qui est arrivé, et je lui demande s'il connaît, s'il avait des contacts dans le métier du journalisme, etc. Il me dit, pas vraiment, mais si tu vois des offres, moi je peux appuyer ta demande, etc. Donc je me dis que ça fonctionne comme ça de toute façon, parce que moi j'ai commencé à me faire mon petit carnet d'adresses au fur et à mesure, mais ceux que j'ai demandé, il n'y avait pas de poste. Et à un moment, je vois une offre,
plus quel site, mais il y a une offre où il dit que le quotidien gratuit Direct Matin cherche un journaliste sportif pour la rentrée. Je dis très bien, etc. On va postuler, tu vois. Très bien. Et je dis à mon boss, il me dit mais je crois que je connais. Je vais demander si on pourra appuyer ta demande. Donc, coup de chance, la demande est appuyée. Je reçois un appel pour pouvoir faire un entretien. Je fais un entretien, mais je fais un test aussi. Parce que faut pas croire que quand t'as un contact, on te dit ouais, c'est bon. Je sais que ça fonctionne parfois comme ça, mais là, on va faire quand même un test parce que mine de rien, on te prend, mais c'est pas parce que tu viens de la part de telle personne qu'on va te prendre facilement. Donc ils m'ont testé sur plusieurs sujets. Alors par exemple sur le sport, on m'a dit tiens, il y a Didier Deschamps qui donne sa liste, tu vas nous faire un article dessus pour voir comment ça se passe, la rapidité que t'as, etc. d'exécution. On m'a testé 3-4 fois sur des articles avant de voir. Finalement, je crois que j'ai répondu favorablement, donc j'ai été pris et l'aventure Saïd dans l'emploi, dans le monde du travail, c'est lancé. Ça y est, j'ai enchaîné. Ensuite, Direct Matin, Groupe Canal. Et Direct Matin, t'es resté combien de temps un petit moment, jusqu'à que ça disparaisse. Jusqu'à que ça disparaisse. Et après, j'ai intégré le Groupe Canal et je m'occupe des sites internet et c'est parti. Et niveau horaire, c'était assez classique? Alors, le niveau des horaires, c'était... on avait des conférences de rédaction à 9h30 et à 10h. Donc c'était, ça dépendait si je faisais des veilles. En fait, tout de suite, j'ai été mis dans le rythme. C'est-à-dire que le matin, en général, comme tu as du foot souvent et tu as des événements sportifs, c'est souvent le soir. Donc parfois, quand il n'y a rien, tu commences ta journée normalement et tu arrives à 9h, 9h30 et tu finis vers 18h, 19h. Enfin voilà, le temps que tu as fini tes articles. Mais parfois, quand tu finis tard, tu restes plus tard, donc tu peux finir jusqu'à minuit, parce que des matchs de foot qui finissent très tard, etc. Il y a des compétitions, tu finis tard, mais du coup, tu décales ta journée. Tu viens pas à 8h, 9h. Faut pas abuser, quoi. Donc c'est normal, et ça, c'était un beau rythme, et c'était intéressant. Et ce qui était bien, parce que comme c'était un journal print, moi, je pense que j'avais déjà cette capacité à gérer un print grâce à mon expérience avec l'Écho républicain. Et donc, je paniquais pas. Parce qu'il y a souvent un rendu assez rapide. Il faut être très rapide, surtout le soir, parce qu'il faut envoyer les fichiers à l'imprimerie. Et si tu rates le créneau, le lendemain, tu as moins de journaux imprimés, etc. Donc, tu as une pression quand même en tant que journaliste. Et moi, je le faisais, mais vraiment sans pression. J'aimais bien, tu vois, faire des veilles soirs et de gérer. Et en plus, tu avais ce côté, moi, gestion du foot, ou du sport en général, de mes pages sport, mais aussi... et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mon rédacteur en chef me disait toujours, s'il se passe quelque chose en actu, parce qu'il y avait souvent des gens qui restaient en actu, mais c'est moi qui restais le plus tard. Donc la personne en actu pouvait partir peut-être à 22h, 22h30, on se disait qu'il restait plus loin. Mais s'il se passait quelque chose, le laps de temps dans lequel j'étais, en politique ou autre, moi j'intervenais sur les pages, encore comme j'étais présent. Et voilà, donc comme je maîtrise réellement l'actualité, même politique ou autre, internationale, et de temps en temps, ça m'arrivait d'intervenir sur des sujets en modifiant des éléments parce qu'il y a tel président américain qui avait parlé ou autre, etc. Donc, et ça a été quoi la bascule entre cette expérience-là, premier emploi où tu restes vraiment quelques années, et le groupe Canal? Et en fait, ça s'est fait assez facilement parce que on a été relié, entre guillemets, c'est avec l'époque Covid. Mine de rien, parce que Direct Matin était lié ça fait partie du groupe, du même groupe Canal+, et donc du coup la bascule s'est faite sur les réseaux sociaux, sur le site, sur internet. En fait, le print a malheureusement disparu, époque Covid, complications avec les publicités, etc. Donc malheureusement, comme Métro à l'époque avait disparu, 20 minutes avait disparu, en gros tous les gratuits ont disparu. Et du coup, on a fait une bascule sur Internet, et on est devenu un site Internet, et moi maintenant je suis parti pour m'occuper, je devais m'occuper de tous les sites Internet, pas tous les sites Internet, mais je devais m'occuper des sites Internet du groupe Canal, à gérer les articles, toute l'actu, etc. Donc ça passait de... il y a MyCanal, mais il n'y a pas beaucoup de sites internet, donc il y avait Direct Matin qui existait encore un peu en site internet, et après ça a vite changé, et voilà, quoi. C'est incroyable. Mais j'ai en fait envie de te poser certaines questions, parce que moi... Je parle beaucoup en plus, je suis désolé, tu me dis. Du tout, non, c'est hyper intéressant. Moi, au début, je voulais être journaliste sportif. Et au début, j'ai et après, tu voulais être boulanger, après. Et boulanger-pâtissier, et après plombier. Non, je voulais être journaliste sportif. Et j'ai participé à une
à une session de cours Golden Blocks Academy, je sais pas si ouais. tu connais. Donc c'était incroyable, j'étais à Montpellier, donc je faisais les allers-retours Montpellier-Paris, etc. Et j'ai beaucoup d'amis aussi. Ça flex sur journalistes Montpellier, je trouve. Ça. J'étais trop heureux. Franchement, moi, première fois à Paris, incroyable. Je prenais le TGV Max une fois par semaine, bam, bam, bam. Je dormais chez un ami, c'était une très belle expérience. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait devenir journaliste sportif pour avoir un réseau ou améliorer un peu son style d'écriture? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Déjà, il faut s'accrocher. Et ne pas désespérer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et je trouve encore plus aujourd'hui, où il y a énormément de personnes qui veulent être journalistes sportifs. Moi, je reçois une tonne de messages. On me dit, excusez-moi monsieur, est-ce que vous prenez en alternance, comme je disais tout à l'heure, etc. Donc je sais que la demande est vraiment trop forte par rapport à la capacité de recevoir des journalistes. Ça, c'est un premier truc. Donc il faut savoir s'accrocher. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a un élément important, il y a les réseaux sociaux. Et quand on utilise bien les réseaux sociaux, on peut se démarquer, on peut montrer qu'on est capable de faire des choses. On peut faire des choses sur les réseaux sociaux en montrant qu'on veut devenir journaliste. On prend un thème, on explique, on parle, et ça peut être une bonne chose. Il y a les podcasts, tu le fais très bien aujourd'hui. Tu voulais être journaliste. Là, je pense que tu montres que tu avais justement les capacités, parce que ton interview est superbe et tes questions sont super bien préparées. Non, je dis pas ça parce que je me sens bien, mais tu rebondis très bien, tu poses de très bonnes questions. Donc oui, tu vois, t'aurais pu être journaliste. Et tu pourras peut-être encore l'être, on sait pas. Donc je te le souhaite de tout mon cœur. Merci beaucoup. Et l'autre chose, pour se faire des contacts, moi j'ai démarré, j'avais 0 contact. Je dis clairement, je le redis encore, j'avais 0 contact. Mais j'ai été tapé aux bonnes portes. Ah oui, c'est facile à dire maintenant. On se dit, ouais, c'est bon, toi, ça y est, maintenant, l'ancien. L'ancien, genre. Oui, à un moment, oui, j'ai profité aussi du fait que je sois en contrat pour demander à mon boss de m'appuyer. Mais c'est évident. Mais avant ça, j'ai galéré. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut encore plus se faire de contacts facilement, justement grâce à ces réseaux sociaux, parce qu'on peut contacter les journalistes. On peut contacter les journalistes, on peut contacter les rédacteurs en chef, on peut contacter les chaînes. Et de temps en temps, je pense que c'est important aussi de profiter de ces réseaux sociaux-là pour aller demander. Donc, je dirais qu'il faut s'accrocher, il faut croire en ses rêves, et il faut surtout montrer de quoi on est capable. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous chercher. Personne ne viendra vous chercher. Ça, c'est une évidence. Personne ne viendra vous chercher. Enfin, personne ne viendra vous chercher. Sauf si vous montrez justement de quoi vous êtes capable. Parce que si vous vous affichez sur LinkedIn, sur Instagram, TikTok, et vous faites justement du très bon contenu, à partir de là, on viendra vous chercher. Vous êtes déjà un créateur de contenu. Mais sachez que si vous ne voulez pas être créateur de contenu, montrez de quoi vous êtes capable, justement, en n'hésitant pas à écrire des articles, par exemple. Alors, les blogs, ça n'existe plus. Enfin, peut-être que ça existe encore, mais je ne suis pas certain. Mais n'hésitez pas à écrire des sujets. Je sais qu'il y a beaucoup de magazines gratuits, entre guillemets, qui se font sur Internet. Et on propose souvent à des personnes d'écrire des éditos, d'écrire des articles, etc. Donc, n'hésitez pas. Tout est bon à prendre et ensuite, vous les envoyez. Parce que dans ce métier-là, en fait, il faut se montrer. Dans ce métier-là, si vous n'allez pas taper aux portes, si vous ne vous montrez pas, personne ne viendra vous chercher. Parce qu'il y a plein de jeunes, et j'en ai fait partie aussi, mais il y a cette citation qui m'est restée dans la tête. Je sais pas si c'est une citation, mais une phrase. On ne peut pas se permettre d'être timide, parce qu'on part avec 0 contact. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont peur, du coup, de déranger. Voilà, je suis en stage, par exemple, à l'équipe ou chez RMC Sport, ben j'ai peur d'aller déranger, de demander, d'aller au culot et tout. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces jeunes? C'est simple. Vous avez peur du non ? Ça sert à rien. En fait, le simple fait qu'on vous dise non, c'est ça qui vous fait peur. En fait, il ne faut pas avoir peur du non. Il y a une porte qui va se fermer, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Et je sais que c'est aussi facile à dire parce que moi, je suis passé par là et j'en ai pris des portes qui se sont fermées. Quand on a parlé de la success story, entre guillemets, en disant oui, j'ai fait des stages TF1, etc., mais j'ai postulé ailleurs, on m'a dit non. J'ai postulé dans plusieurs médias et j'ai pris des noms. C'est pas tout de suite quand j'ai postulé à TF1, waouh, super, ouais, j'ai réussi tout de suite. Ah non, ça marche pas comme ça. Au contraire. Mais justement, vous allez regretter si vous ne demandez pas. Quand tu es en stage dans un média et que tu as envie de demander ensuite est-ce que vous prenez un CDD, un CDI, une pige, etc., c'est le moment où il faut le faire. Parce que si vous ne le demandez pas, c'est pas en partant, en ayant fini ce stage, que vous allez redemander. Vous dites, mince, pourquoi j'ai pas demandé ? Donc ça se trouve, la personne chez l'équipe te dira non, mais je connais quelqu'un dans ce média-là qui peut, pourquoi pas, t'accueillir. Il faut justement, c'est pour ça qu'il faut toujours demander. Il faut toujours taper au pas. On ne sait jamais. Vaut mieux demander 100 fois à n'importe qui et avoir un oui à un moment. Oui, peut-être que j'ai ce contact-là qui va t'ouvrir une porte. Faut pas avoir peur de ça. Ce métier-là, de toute façon,
Moi, j'ai toujours été j'ai un caractère timide. Là, les gens vont se dire, c'est bizarre, il parle, etc. Mais moi, j'ai toujours été timide. Dans ma vie, j'ai toujours, jusqu'à aujourd'hui, même quand j'ai écrit mon livre, je t'ai déjà parlé hors caméra du syndrome de l'imposteur. On va y revenir. Mais je l'ai toujours eu et j'ai toujours été quelqu'un de timide, réservé. Mais dans ce métier-là, malheureusement, il faut pas être timide. En fait, il faut montrer les crocs. Et moi, je sais que parfois, j'ai trop été timide. J'aurais fait peut-être faire plus, entre guillemets, peut-être plus passer, je sais pas, aller chercher d'autres contrats, aller à la télé ou des trucs comme ça. Mais de temps en temps, ouais, il faut se dire, non, je suis dans ce métier, il faut pas être un requin, c'est pas le terme, mais voilà, il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur. Et lorsque tu étais en alternance, en stage, tu avais déjà cette vision de vouloir viser haut, d'aller par exemple chez Canal, etc. Ou tu t'es dit, quelles étaient tes ambitions ou tes projets? En fait, déjà, la première ambition, c'est de devenir journaliste sportif. Okay. Vraiment, j'avais pas d'idée en tête en me disant je vais aller chez TF1, Canal+, etc. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé mes stages, c'est là où j'ai commencé à me dire ce serait bien, franchement, si j'arrive un jour chez le groupe Canal. J'aimerais bien, franchement, Canal+, ce serait un peu le Graal, parce que dans le sport, franchement, ils font des super choses. Mais après, j'avais pas forcément cette idée de me dire oui, faut absolument que j'y aille. Et peut-être à un moment où je l'ai oublié, je me suis dit j'y pensais plus. Et c'est peut-être à ce moment-là où, quand j'ai atterri dans le groupe, je me suis dit en fait c'est ce que je voulais, donc c'est cool. Mais c'était pas une fin en soi. C'était pas l'objectif majeur. L'objectif majeur, c'était aussi de devenir journaliste sportif, d'être reconnu dans la profession. Parce que moi, j'avais pas l'envie d'être reconnu auprès du grand public. C'était pas ça mon rêve. J'ai pas du tout envie d'être une célébrité, mais j'ai envie que mon métier, mon travail surtout, soit reconnu. C'est surtout ça que j'ai envie de faire. Je suis pas là pour être une star. Voilà, moi, quand j'écris un livre, j'écris le livre sur le sujet. C'est pas Saïd El Abadi le sujet. En fait, c'est l'histoire du football africain, par exemple. Quand j'écris un article, c'est pareil. Le sujet, c'est pas Saïd El Abadi. Quand je fais une interview, quand je mets en perspective une célébrité dans le monde du sport ou une personne un peu moins connue, c'est ça, c'est cette personne-là qui est en valeur. C'est pas moi du tout. Je fais juste que retranscrire, donc tant mieux. Mais l'objectif, c'est que cet article-là, cette vidéo-là ou autre, mettre réellement en valeur et en lumière toute la personnalité de l'interviewé. Quand j'ai fait Zinedine Zidane, c'était ma plus belle interview. J'en ai tremblé. Oui, sur le moment, j'étais trop heureux de le rencontrer, je tremblais, etc. Mais l'objectif ensuite derrière, c'était de retranscrire quelque chose d'exceptionnel. Qu'il y a un message derrière. Qu'il y a un message derrière. C'est pas Saïd qui a fait l'interview. Voilà, c'est cool si on me reconnaît. Mais l'interview, c'est Zinedine Zidane. J'ai fait Francis Ngannou, qui était exceptionnel aussi. C'est quoi c'était une petite anecdote par rapport à l'interview qui t'a le plus marqué? Zinedine Zidane, de toute façon. Ouais. En fait, comment ça s'est passé? En plus, c'était dans une de mes premières interviews avec Direct Matin à l'époque. Et j'avais un contact relation presse, avec qui on avait fait des sujets sur la voile, etc., les courses à voile, etc. Et ça, c'était cool. Et un jour, il me dit, ouais, Saïd, ça t'intéresserait d'avoir Zinedine Zidane en interview? Non, Zidane, franchement, aucun intérêt. Mais je dis oui, tous les jours, évidemment, j'arrive, c'est quand? Et il me dit, ouais, en fait, on peut avoir 2 médias. Et je te propose toi parce que tu fais du très bon travail depuis toujours et le contact passe bien. Comme quoi d'ailleurs, tu vois, ça passe aussi par là. À un moment, il faut discuter avec les gens. Pourquoi moi et pourquoi pas un autre média? Et il me dit oui, il arrive à Paris pour un événement, etc. C'était 1 mois avant qu'il devienne entraîneur du Real Madrid. On ne savait pas qu'il allait devenir entraîneur du Real Madrid. Et donc c'était 1 mois avant. Et il vient à Paris, il y a un autre journaliste avec moi, etc. Et on a 20 minutes chacun. Il va en premier. Et en amont, comment tu prépares cette interview? Est-ce que t'es stressé? En fait, j'étais hyper stressé et je crois que j'avais... je veux pas spoiler un peu ce qui s'est passé ici, mais je crois que j'avais 54 questions. Moi aussi. Donc, n'est-ce pas? J'ai vraiment 52 questions. Oh, purée. Et ça, c'est dédicace pour Yasmine. Et voilà, qui nous écoute bien. Donc, oui, donc non, je prépare une tonne de questions sur le thème, parce qu'en fait, il est venu pour une conférence sur je crois que c'était le sport responsable, quelque chose comme ça, etc. Okay. Et en même temps, sur son actualité, on a, avec l'attaché de presse, justement, le RP,
On a évoqué les thèmes qu'on pouvait aborder ou pas, parce que parfois, il y a des interviews qui se font et tu as le droit d'aborder certains thèmes ou non, etc. Donc, réglo, tu vois, très très bien. Et moi, j'avais dealé une pleine page ou une double page dans Direct Matin, quoi. Mon chef m'avait dit, mais oui, tous les jours, évidemment, t'as Zidane, tu vas, quoi. Limite, on en fait tout le journal, quoi. Et donc, ça, c'était cool. Et comment ça s'est passé ? J'arrive sur place. Et je te jure, donc le premier journaliste fait son interview, etc. Ça passe. Et moi, je rentre dans la salle, je tremble. Mais je commence mon interview, je suis comme ça avec mon bloc, parce que j'avais un bloc. Oui, on n'a pas tous. Ça va, j'avais encore un bloc. 2015. Ça va, hein, les jeunes. Voilà. Et je suis comme ça avec mon stylo. J'ai mon téléphone qui enregistre. Déjà que tu m'as dit que ton écriture, elle est lisible, mais voilà. J'étais comme ça. Oh, ok. Et là, Zidane qui me dit. T'inquiète pas, ça va bien se passer, avec son accent. Et mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et là, je fais, bon, ok, cool. Au final, je pose mon truc, je n'écris plus, j'enregistre. Et l'interview se passe super bien, ça régale. Et à la fin, moi, je vais demander une photo, normal. En fait, dans ce métier-là, j'ai jamais été impressionné. J'ai fait plein d'interviews, mais je suis pas... tu sais, genre en me disant, ouais, je vais faire plein de photos avec les célébrités. Mais là, Zidane, j'étais obligé. Et en fait, j'avais peur de lui demander. Timidité. Et à un moment, il y a son agent qui est derrière, il me dit, tu veux faire une photo ? Bah oui, en fait. Et là, je pose tout fièrement, et la photo, elle existe sur mon compte Instagram, je l'ai pas faut les abandonné. suivre, faut les suivre pour savoir. Mais c'était une de mes plus bonnes interviews, parce que c'est la plus marquante, et là où j'étais le plus timide et plus heureux, comme un gosse, j'étais un vrai gosse. C'est aussi ça qui est beau dans ce métier-là. C'est aussi le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'on peut vivre des belles histoires dans ce métier-là. Il y a des moments durs, évidemment, mais on peut on peut rencontrer les célébrités qu'on a toujours voulu voir, on peut faire des belles choses. Mais juste ce qu'il faut faire, et ça, c'est ce que je demande surtout aux jeunes, c'est ne pas être des groupies quand on fait ce métier-là. C'est-à-dire que si vous faites ce métier-là, ce n'est pas que pour rencontrer vos stars. Il y a des moments où il va falloir faire un sujet que vous n'avez pas envie de faire, mais il faut le faire. Et justement, c'est en faisant ce type de sujet que vous n'aimez peut-être pas faire qu'ensuite, vous allez peut-être avoir une chance. Moi, Zinedine Zidane, je l'ai eu après avoir fait un sujet sur une course à voile, la route du Rhum, le Vendée Globe, etc. Finalement, ça s'est bien passé, ça m'a ouvert une porte, j'ai eu Zinedine Zidane. Et par la suite, j'ai pu avoir d'autres interviews. Et juste pour rebondir sur les interviews qui m'ont marqué, il y en a une autre qui m'avait marqué, celle du Didier Drogba que j'avais faite. Et c'est pas parce que je suis supporter de l'OM, oui je sais, bouh, hein, mais moi non, voilà, jamais les premiers, ne vous inquiétez pas. Ça va créer des... oui, il fallait que ça anime un peu, c'est ça, hein, on est d'accord. Hein. Oui, je sais, Paris, mais toi t'es pour Montpellier. Moi, je suis Nîmois, donc là, tu m'as mis dans une galère. Tu m'as mis dans une galère, puisque t'aimes Montpellier, je suis un peu Nîmois. Les crocodiles, c'est pas... Oui, c'est plus que c'était. C'était quand ? C'était en 2017-2018 où ils étaient à leur prime. TJ Savanier, où ils étaient à leur... qui a rejoint ensuite... voilà. Bon, voilà. Et j'ai fait Didier Drogba. Et Didier Drogba, je l'avais rencontré, donc j'étais fan et fou, trop heureux. Et en fait, avec lui, j'avais pu parler aussi de ce qu'il avait fait pour la Côte d'Ivoire quand il avait fait un discours à la fin d'un match, justement de qualification de Coupe du Monde, où c'était la guerre en plus à l'époque en Côte d'Ivoire. Et il avait appelé à poser les armes. Je lui avais demandé de revenir sur cet événement-là et je l'ai trouvé, mais en fait, quand il me l'a raconté, c'était pas les larmes aux yeux qu'il avait, mais tu sentais son émotion et c'était vraiment poignant et fort. Et j'ai vraiment aimé qu'il me raconte ça aussi et j'ai trouvé ça vraiment beau et ça m'avait marqué. Et c'est un autre aspect parce que c'est pas forcément du... Si, c'est quand même un travail journalistique, mais par rapport à l'écriture de ton livre, tu me disais, oui, j'ai pas envie de donner de conseils comme ça, j'ai pas envie de faire l'ancien avec les jeunes, tout ça, mais... Ce qui est très important à dire, c'est que, après toutes ces expériences dans le journalisme, après toutes ces interviews, ce qu'il faut savoir, c'est que ton livre, il mûrit depuis 7 ans dans ta tête, mais t'as vraiment commencé à travailler sur ce sujet-là qu'il y a 3 ans, c'est ça. Avec la maison d'édition. Et tu me parlais justement, et j'avais vu ça aussi dans une interview que t'avais donnée, t'avais ressenti un peu ce syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que même à tous les âges, même avoir interviewé Zizou, tu te dis, est-ce que je suis le mieux placé pour parler du football africain ? Est-ce que tu peux me parler un peu du processus par lequel t'es passé ? Déjà, la première chose, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû aussi l'évoquer depuis tout à l'heure, mais il y a une chose qui m'anime dans ce métier-là, et depuis toujours, c'est la transmission. En fait, si je fais ça aussi, c'est pour la transmission, c'est pour transmettre des émotions, mais aussi du savoir.
Parce que moi, j'aime énormément savoir apprendre et j'ai envie aussi partager ces choses que j'ai apprises. Et donc, ça passe par l'écriture. Et je pense qu'un livre, en fait, c'est justement la meilleure chose pour transmettre aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes, parce que aussi aux personnes qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé avant. Et donc, en écrivant ce livre, l'idée de base, moi, que j'avais, c'était, oui, depuis 7 ans, j'avais envie d'écrire cette histoire du foot africain et d'en parler à tout le monde, parce que je trouve qu'on n'a pas assez d'histoires sur l'Afrique. Et puis pour les diasporas qui sont nombreuses en France, je trouve qu'on ne connaît pas beaucoup l'histoire du foot africain. Et même à travers l'histoire du foot africain, tu apprends l'histoire du continent. Alors l'histoire du continent, évidemment, à partir du football, c'est-à-dire 1850 quand il est arrivé. Je ne parle pas du continent avant, il y a énormément de choses, oui, et il est riche le continent. Mais voilà. Et comment ça s'est fait ? C'est qu'à la base, moi, je voulais faire un listing des plus beaux moments de l'histoire du foot africain, c'est-à-dire les moments les plus marquants avec la première victoire en Coupe d'Afrique de tel pays, la première qualification en Coupe du Monde, mais aussi les côtés négatifs avec les tragédies dans les stades, etc. Et en fait, en discutant avec ma maison d'édition, on s'est rendu compte que c'est pas que ça servait à rien, mais en fait, ça pouvait vite être tapé de faire un listing, les 50 plus beaux moments, parce qu'il suffit qu'il y ait un très beau moment qui arrive, et ben en fait, tu le rajoutes pas, et donc du coup... c'est pas intemporel, quoi. C'est pas intemporel. Et on s'est dit, un essai historique, c'est parfait. Et en vrai, un essai historique, quand tu t'appelles Saïd El Abadi et que tu viens de dire que tu as envie de transmettre des choses, et ben en fait, c'est parfait. C'est tout ce que j'ai voulu faire depuis toujours. Apprendre ce que moi j'ai appris, enfin transmettre ce que moi j'ai appris, et en essai historique, c'est parfait. Donc du coup, on a fait tout un processus de sommaire avec un chapitrage qui est un peu chronologique, avec certains chapitres qui viennent s'additionner au milieu, avec des focus sur le football féminin, les problèmes dans les stades, les problèmes, les mots MAUX du foot africain, etc. Donc on a fait tout ça, et ça, je trouve que le rendu est sympa. Et ensuite, à partir de là, j'ai pu faire mes interviews à droite à gauche de spécialistes, d'historiens, de politiciens, de joueurs, de joueuses, etc. Un peu de beau monde. Ça a duré longtemps. Et le plus dur, c'était de recouper toutes les bonnes informations, parce que quand tu passes 5 heures avec des personnalités qui sont juste passionnantes, que ce soit au téléphone ou sur place, parce que j'ai dû me déplacer aussi sur le continent, et ça, c'était un super moment. Le plus dur, c'est de se dire, ah non, ça, finalement, je ne vais pas le mettre dans le livre, mais petits éléments, quoi. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a que toi, actuellement, aujourd'hui, en 2026, qui a écrit un livre sur l'histoire du football africain. Et il n'y en a pas... c'est dur. Hein. Et donc, je me suis dit, en lisant ton livre, qu'il y a déjà énormément d'informations, et que c'est un livre que tu mets sur ta table de chevet, parce qu'à chaque fois tu reviens dessus, c'est pas un livre que tu lis et après c'est bon, j'ai lu l'histoire du football africain. Il y a tellement de dates, il y a tellement d'histoires, d'anecdotes riches, que je me suis dit, mais pendant combien de temps il a écrit son livre, combien de temps il a passé à faire ces recherches-là, ces interviews, ça a été un travail de longue haleine. Pendant ce processus-là, est-ce que tu as eu des moments où, on parlait du syndrome de l'imposteur, où tu t'es dit, non mais en fait... pourquoi moi, Saïd El Abadi, je vais écrire un livre sur l'histoire du football africain? Comment ça se passait un peu dans ton esprit? Ouais, tu l'as assez rapidement, ce syndrome. Comme on disait tout à l'heure, moi je suis timide de base. Et malgré tout, même si j'ai toujours été fan de foot africain, du sport africain, comme j'ai toujours dit, et je me suis pas réveillé à 3 ans en me disant tiens, je vais écrire un livre et je vais me passionner pour ça, sur le foot africain. Non, moi ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé faire. Et en fait, je me suis dit, à un moment, pourquoi en fait toi tu fais ça ? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire ? Parce que en gros, pourquoi toi ? En fait, t'as des moments où tu commences à écrire et tu te dis, non mais Saïd, arrête, ça va être n'importe quoi. Ça reste dans le journalisme, c'est mieux. Tu vas pas réussir. Et ça m'est arrivé plusieurs fois quand je l'écrivais, parce qu'en plus je l'écrivais souvent. C'était soit pendant mes vacances, mes week-ends, mes soirées. J'ai pas beaucoup dormi. Donc, mais heureusement. En fait, tu as tes proches qui sont là pour te rappeler que t'es légitime. Et la maison d'édition est là aussi pour te le rappeler. Et en fait, tu as même les personnes, et c'est ça et je les remercie, toutes les personnes que j'ai croisées pour écrire ce livre. Mais en fait, tout le monde me disait, mais Saïd, en fait, ce que tu fais, c'est trop bien, merci. Parce qu'on a besoin d'avoir ce type de livre. Et encore aujourd'hui, j'étais au Maroc pour la Coupe d'Afrique. J'ai rencontré des anciens joueurs, marocains, sénégalais, ivoiriens, tout ça, et quand je leur ai donné le livre, mais les gars me disaient, mais merci en fait, mais bravo.
C'est ce qu'il nous faut. On a besoin de ce type de livre parce qu'on n'a pas ça. Et je leur ai dit, mais je suis trop content, ça me touche vraiment parce que moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, je vais écrire un livre, mais ça va peut-être pas passionner tout le monde. On va me dire, mais t'es pas légitime, etc. Il me dit, mais t'es quoi? T'es marocain d'origine? T'es africain? Et ben alors, pourquoi tu serais pas légitime? Et c'est un beau message que... Ça, je me rappelle, parce que c'est Eladji Diouf qui me l'a dit aussi, le joueur de foot, que j'ai rencontré à la CAN, et qui m'a dit, mais attends, mais ne l'oublie pas, ça, en fait. N'oublie jamais que t'es marocain, donc t'es africain. Et c'est vrai que, oui, je suis marocain, je suis africain. Et je suis fier de le dire. Et au-delà, bah oui, on est fier d'être africain, on est fier d'être marocain. D'ailleurs, ce soir, bon, l'interview va pas sortir ce soir, mais oh là, j'ai pas envie d'en parler en interview parce que. Non, on était bien là, on passait un beau moment là, non. Il y a Maroc, Cameroun ce soir. Ouais. Moi, j'ai pas envie de rentrer plus dans les détails, mais voilà, on est à une période assez tendue de la CAN, mais ce que j'ai trouvé aussi hyper intéressant, c'est que à travers le football, tu racontes aussi l'avènement du football en Afrique par les colons. T'as des chapitres sur la colonie française, la colonie espagnole, la colonie italienne. C'est hyper riche. La place aussi qu'avait la religion aussi, le communautarisme, ceci. Est-ce que tu peux nous en parler un peu aussi D'ailleurs, j'aime bien cette question parce qu'on m'avait posé une question dans une interview sur le livre. On m'avait dit, mais t'as pas peur de brusquer les gens en parlant de colonie, de dire qu'il y avait des choses qui se passaient? Je dis, mais c'est comme mes articles. En fait, moi, je ne raconte rien de moi-même. Je raconte l'histoire, les faits. Et en fait, il n'y a rien de... Tu l'as lu toi-même, t'apprends des choses et voilà, en fait, je ne reprends que ce qui s'est passé dans l'histoire. Et je trouve que c'était important, justement, parce que ce sont des histoires qui sont surtout méconnues de tous. C'est que, oui, à l'époque, quand le ballon rond il est arrivé sur le continent africain, c'était l'époque des colonies. Et quand les colons, empire français, britannique, tout ce que vous voulez, arrivaient avec leurs propres loisirs, et les locaux n'avaient pas le droit de jouer à ça, enfin de se mélanger. Il y avait déjà une époque de ségrégation. Enfin, c'est l'époque qui était comme ça, malheureusement. Donc c'est bien de le rappeler et de montrer que oui, le football a permis au continent de se développer, dans le sens des libertés, de l'indépendance, de s'émanciper, exactement. Et moi, j'ai trouvé ça sympa de le montrer parce que quand tu vas chercher un peu la création des premiers clubs, comme Al Ahly en Égypte, tu te rends compte que les étudiants égyptiens qui ont décidé de créer le club de la Al Ahly, c'est justement pour lutter contre l'empire britannique. Et en même temps, tu as le club rival maintenant qui s'appelle le Zamalek, qui est né quelques années après. Et c'était un peu la classe un peu plus bourgeoise qui l'a créé. Et tu comprends mieux l'histoire de la rivalité entre ces deux clubs. Ensuite, tu me parlais de la religion. Oui, parce que par exemple, quand tu prends le Maghreb, les clubs étaient interdits de montrer qu'ils avaient une appartenance musulmane ou juive à l'époque, et c'était interdit selon la loi de 1900, voilà, de la laïcité qu'on utilisait à l'époque là-bas. Donc d'ailleurs c'est marrant d'en reparler de cette loi aujourd'hui. Enfin, il y a ces symboles là, ou aussi par exemple en RDC à l'époque, au Congo, où on forçait les personnes, si vous vouliez jouer au football, il fallait devenir chrétien, catholique. En fait, c'est ça. Tu te rends compte qu'il y a eu énormément de choses et on apprend beaucoup de choses. On se dit, mais ah oui, d'accord, en fait, il y avait tout ça. Il y avait tout ça. Et je trouve que c'est sympa pour des personnes qui sont originaires d'Afrique, de tel ou tel pays, d'apprendre ça. Mais en même temps, pour le reste du monde. C'est-à-dire que, ah oui, en fait, grâce au football, moi, regardez les gars, j'étais petit, j'ai appris le foot j'ai appris la géographie et l'histoire grâce au football. Voilà, regardez. Faites-en de même, vous pouvez apprendre plein de choses. Et donc, je parle des premières stars, notamment Larbi Ben Barek, je parle Eusebio qui a joué pour le Portugal et qui était l'un des meilleurs joueurs du monde, de la planète. Et ça me permet de parler des colonies portugaises et de ce que faisait Salazar à l'époque, qui était malheureusement un dictateur au Portugal. Et c'est bien de savoir. En fait, il y a tout ça, tout cet aspect géopolitique que tout le monde va retrouver et apprendre. Et il y a une anecdote aussi pour les We Daddy. C'est le nom du We Dad. L'anecdote, j'ai trouvé ça fou. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est vrai qu'elle est top. Mais c'est génial parce que, en fait, ça aussi, je trouve que c'est passionnant. Parce que le We Dad Casablanca, alors il y a deux versions. En gros, c'est la première version, c'est que le président de l'époque serait arrivé en retard à une réunion parce qu'il est parti voir un film dans lequel jouait Kulthum et qui s'appelait We Dead.
Et l'autre, c'est toujours en rapport avec Kulthum, c'est par rapport à une chanson d'elle. Et il aimait beaucoup, donc il a décidé d'appeler. Donc on ne sait pas laquelle des versions est vraie, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le nom du Wydad Casablanca est né à travers Kulthum. Et c'est beau de savoir ça. Et en plus, ce que je trouve ça beau, en plus, c'est que Kulthum n'était pas marocaine. Et du coup, ça permet aussi de voir les liens, ce mélange. Parfois, aujourd'hui, malheureusement, sur les réseaux sociaux, moi, j'ai décidé de faire une croix sur notamment Twitter parce que je mets des œillères et je trouve que c'est beau justement de voir, et c'est ce que j'essaye de démontrer dans ce livre, les liens qu'il y avait énormément dans les pays du Maghreb, en Afrique, et voilà, qu'on n'avait pas ces problèmes parfois, heureusement que c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais de division dès qu'il y a un match de foot ou autre, donc voilà. Franchement, allez vous le procurer, l'histoire du football africain aux éditions Face Cachée. Vraiment, vous ne serez pas déçus, mais vraiment. Merci. Pour les Africains et les non-Africains, parce que l'histoire, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est fait pour tout le monde. C'est vrai. Dernière séquence. Une séquence assez particulière. Ouh là là, je prends une gorgée. Prends une petite gorgée, il n'y a pas de problème. Je prends carrément la feuille, j'ose prendre mes fiches. Il est très bon. Il est très très bon. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est un super journaliste. C'est gentil. C'est sûr que tu veux pas faire du journalisme, après Je prends des stages. Non mais hyper intéressant. Dernière séquence, on va inverser les rôles. J'ai l'impression que tu vas éteindre la lumière là. Tu m'es tamisé. Il a pris une voix, vous avez vu, c'était. Parce que je pense qu'il y aura le podcast audio, donc ceux qui auront l'audio, ils seront plus éteignez la lumière. Ouais, voilà, ça va bien se passer. Ouais, c'est pas mal. On va inverser les rôles. Tu vas être stagiaire. Oh là là là. Et je vais être employeur. Du moment que tu me redemandes pas d'être en cours de littérature au lycée avec ma fameuse prof. Ça, c'est encore un petit tacle. Alors, monsieur Saïd, pourquoi voulez-vous faire du journalisme aujourd'hui ? C'est une bonne question, ça. non, je la refais plus sérieusement. Non, j'ai envie de devenir journaliste pour justement transmettre l'information brute et pure et surtout transmettre de l'histoire en même temps. C'est intéressant. Je vais rebondir sur sur ce que vous venez de dire. Pour vous, c'est quoi une bonne information ? Une bonne information, c'est celle qui est recherchée. Celle qui n'est pas seulement vue à travers soit des réseaux sociaux ou entendue, par exemple, à la télévision. C'est celle qui est recherchée. On appelle, par exemple, soit un spécialiste ou autre du thème précis, où nous-mêmes, on va chercher l'information selon des témoins, selon ça. Si on parle de football, par exemple, on va se déplacer dans le club concerné, voir le joueur si on peut le voir, les agents, etc. Et on cherche vraiment la vérité avant de la retranscrire, par exemple, dans un article, comme c'est mon cas. Comme dans tout entretien... Il prend une posture, il prend une voix, c'est incroyable. Moi là, je suis en stress. Tu sais que je commence à stresser, je suis en train de me dire, est-ce que je vais être pris ? Je joue vraiment le rôle là. Incroyable. Dans le cadre professionnel, bien évidemment, est-ce que tu peux me citer 3 qualités et 3 défauts ? Oh, la fameuse question. Voilà, la fameuse question. Être joyeux, être heureux. Non, 3 qualités, je sais pas si j'arriverai à dire 3 qualités, 3 défauts. En fait, c'est simple. Je dirais que dans ce métier, dans le métier du journalisme, il faut être rigoureux. Ça, c'est la priorité. De toute façon, ça revient à ce que je disais juste avant. Rigoureux, précis et surtout fiable. Okay. C'est très important, la fiabilité, parce que ça vous permettra ensuite d'apporter de la crédibilité à votre travail. Si vous n'êtes pas fiable et si vous ne faites pas de la rigueur dans votre travail, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, je dirais qu'il faut savoir en faire assez, mais pas trop, parfois. C'est-à-dire que dans ce métier-là, si vous en faites trop souvent, on peut se dire, c'est un peu une bonne poire. Donc il faut savoir aussi de temps en temps, je parle là dans le contexte du travail. Ouais, et c'est vrai que dans le contexte du travail, il faut savoir aussi mettre un peu des freins de temps en temps et montrer qu'on est capable de faire énormément de choses, mais savoir ralentir de temps en temps. C'est pas trop 3 qualités défauts, mais je t'en ai donné 2 à la fin, voilà. Moi, je suis rédacteur en chef. Enchanté. Je suis en train de le décriminaliser sur son nom. Vous allez me respecter parce que sinon, moi, j'ai plein de candidatures. Je vous donne un sujet. Par quoi vous allez commencer pour faire un peu vos recherches ? Alors, si c'est un sujet, on va dire qu'on reste sur le domaine sportif, par exemple. Si c'est, je sais pas, on va parler d'un joueur qui voudrait être transféré, par exemple.
La première des choses, c'est que j'irai appeler son agent pour savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Ensuite, j'irai appeler les 2 clubs concernés, c'est-à-dire son club au joueur actuel et ensuite son futur probable club, pour savoir si l'info est véridique, c'est-à-dire que si le club est vraiment vendeur de ce joueur-là et si le futur club est vraiment acheteur. Parce qu'il y a aussi ça qu'il faut savoir. Parce que parfois, les agents ont des jeux de rôle, ils aiment bien donner des fausses indications disant tel joueur va signer ou tel club veut mon joueur. Parfois, c'est une surenchère pour qu'on puisse avoir un peu plus d'argent. Donc j'irai appeler d'abord ces 2 clubs, l'agent pour savoir ce qu'il me dit réellement, et je sais que le joueur, parfois, c'est malheureusement compliqué. Mais il y a un autre élément qui est important et qui peut fonctionner, c'est d'aller voir, justement, si vous avez ce contact-là, un proche de la famille. Parce que parfois, les gens de la famille sont au courant, enfin, la famille est au courant de ce qui peut se passer. Donc ça peut être intéressant. Donc j'irai recouper toutes ces informations pour avoir la vérité. C'est pour ça que parfois, il y a des annonces qui sont faites de joueurs qui vont signer au Real, au Barça, et finalement, ça se fait pas. Parfois, ça se fait, ouais. Est-ce que c'est parce que le journaliste a pas assez fait de recherche et c'est basé sur une seule source, ou est-ce que c'est parce que finalement aussi le projet a capoté entre le club et... Alors ça peut être le projet qui a capoté, évidemment, mais parfois il y a trop de journalistes qui travaillent avec les agents, malheureusement, dans le sens où, mais ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'un agent est un ami et va dire je te donne cette info-là, tu la mets sur tel site, etc. Et ensuite, je te donnerai une information beaucoup plus fiable, véridique et vérifiée. Mais c'est un jeu, pas d'acting, mais c'est je te donne une info et je t'en donnerai une autre par la suite, comme ça on s'entraide. Moi, c'est vrai que dans ce métier-là, c'est pour ça que j'ai toujours évité de travailler sur le monde des transferts. Depuis toujours, par exemple, dans le football, j'ai jamais voulu gérer la partie transfert parce que c'est pas quelque chose qui me plaît. Moi, me suis toujours identifié, comme je te l'ai dit, sur ce côté plus historien. J'ai de l'information, mais en même temps, je vais essayer de rapporter une petite touche d'information en plus historique pour permettre aux lecteurs d'en savoir un peu plus sur tout ça. Donc, je pense que je me suis mis dans un journalisme autre que le journalisme... je cherche le terme par rapport au mercato et au transfert, mais pas bling bling, mais m'as-tu vu, on va dire, voilà. Et autre question que l'on pose souvent lors d'entretiens d'embauche, c'est pourquoi toi et pas un autre stagiaire? Parce que justement, je suis différent des autres. Je suis différent des... Non, en plus, c'est vrai. Ah ouais. Non, mais... À partir du moment où on écrit l'histoire du football africain, on ne peut qu'être différent. Non, mais tu sais, je vais répondre à ça, mais par rapport à la question, à la réponse précédente, dans le sens où, oui, moi, je suis quelqu'un de différent, je vais vous apporter autre chose. C'est-à-dire que moi, je vais aller... Il y a ce côté information brute, toute simple, où on va vous parler d'un transfert de joueur. Tel joueur va signer dans tel club. Moi, je vais vous expliquer pourquoi ce joueur, en fait... méritait de jouer dans ce club-là, mais ce qu'il a fait auparavant, et aussi je vais vous apporter un peu plus d'histoire sur ce club, pourquoi, comment, etc. Voilà, moi je vais vous rapporter un peu de ça, et un peu d'inédit. Je pense que c'est ça qui fait ma différence par rapport à d'autres. C'est génial, vous êtes pris. Oh là là, merci. Merci à vous. Merci à vous. Mais moi je suis content de vous avoir. Je sais pas le dire, mais... Mais merci beaucoup, Saïd. Merci. J'ai pu finalement poser mes 52 questions. Parce que voilà, je pensais pas, mais voilà. Peut-être que pour les prochaines interviews, je devrais aussi poser ces 52 questions. Ça peut fonctionner. Je sais pas si les autres seront au niveau. Non, je déconne. Non. Bah, on commence très fort. Oui, mais je suis sûr que tu auras des invités de grande qualité et je m'en fais pas. Mais merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, une prochaine interview avec Mathias. Ah, c'est gentil. Déjà, pour reparler du prochain livre. T'es en train de teaser quelque chose, pourquoi pas? T'es en train de teaser quelque chose? Je sais pas. Ouais, on sait pas. On verra. Mais non, mais la santé. Souhaite-moi la santé et que je puisse continuer comme ça. C'est tout. Et de continuer de rencontrer des personnes comme toi. Non, mais parce que c'est parce que c'est agréable. Ça fait du bien de rencontrer des personnes qui sont innovantes et qui ont des projets comme le tien. Parce qu'on partage, on discute. Et moi, j'aime trop partager. Je te l'ai dit. Transmettre, partager, moi, ça me fait plaisir. Donc... continuons. Bah là, j'ai plusieurs invités qui arrivent et ils me ressortirent vraiment le même argument, c'est l'envie de transmettre.
Donc là, c'est magnifique. Donc, c'est beau. Merci beaucoup, Saïd. Merci Mathias. Merci à vous de nous avoir suivis. Je sais même pas comment conclure cette émission. Est-ce que tu peux m'aider à conclure cette émission? On se serre la main si tu veux, comme ça, c'est très bien. Je sais pas où on regarde là, si vous voulez. Merci beaucoup d'avoir suivi. Regardez très très bien, parce que regardez tout ça, écoutez, donnez-lui de la force, parce que franchement c'est super ce qu'il fait, et on a besoin de podcasts comme ça. Merci beaucoup, Saïd. Merci à toi. Et à très vite pour un prochain épisode.